Je voudrais saluer le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, séjourne à Luanda, en Angola, où il prend une part active au sommet de la double troïka sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Le schéma directeur sur l'aménagement de la plaine de la Ruzizi est sous examen depuis ce matin à Kinshasa. Depuis 2 ans, jour pour jour, depuis la disparition de l'artiste musicien Chungu Wembadio alias Papa Wemba en Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors des festivals de musique urbaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous informer est notre passion. Il se tient à Luanda, en Angola, un sommet de la double troïka sur la situation politique et sécuritaire de la RDC. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, prend une part active à ces travaux. Reportage. L'État des pays membres de la double troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés dans le cadre d'un sommet extraordinaire ce mardi 24 avril 2018 à Luanda, en République d'Angola. Une présence très attendue à cette rencontre des hauts niveaux a été celle du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est arrivé à Luanda ce mardi en début de la matinée. Il a été salué à l'aéroport international du 4 février par le ministre angolais de la Défense, Salviano de Jesus Sequeira, à la tête d'une délégation d'officiels angolais et congolais, parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chéo Kitundu, et le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabé. Le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de conférence d'Alatona, où le chef de l'État a salué notamment les experts congolais ayant pris part aux travaux préparatoires du sommet des chefs d'État. La double troïka de la SADC comprend 6 États représentés au niveau des chefs d'État, à savoir Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, président en exercice de l'Assemblée des chefs d'État de la SADC, Dr Adje Gengwed de la Namibie, vice-président de la SADC et futur président de la communauté en 2018, et Sa Majesté Moussouati III du Swaziland. Les 3 présidents font partie de la troïka du bureau de l'Assemblée des chefs d'État de la SADC. La troïka de l'organe politique, défense et sécurité, elle est représentée par son président, Joao Lourenço, président de la République d'Angola, le président de la Zambie, Edgar Lungu, vice-président de l'organe, et le président de la Tanzanie, Magufuli Pombe, rapporteur de l'organe politique, défense et sécurité de la SADC. La présence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, invité du sommet, incarne un caractère pédagogique permettant à la double troïka d'être édifiée sur la complexité du chemin parcouru, les défis, les progrès et enjeux politiques, sécuritaires et électoraux vers la consolidation de la démocratie et la paix en République démocratique du Congo. Revenons toujours à ce sommet de la double troïka qui se tient à Luanda, cette fois-ci avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chéo Kitundu, qui a participé aux travaux préparatoires. François Zoubé-Lavoie, reportage. Sur
Kinshasa se prépare à la dernière ligne droite concernant l'organisation des élections. La SADC, organe sous-régional, grand accompagnateur au processus, voudrait aussi partager les mêmes informations ici à Luanda. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la tenue des 3 scrutins, la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Sur la prévisibilité, je crois avoir rassuré la double troïka. Corneille Nangaa, président de la CENI, invité au sommet extraordinaire de la double troïka des chefs d'État et de gouvernement, devait convaincre. C'était l'occasion pour leur dire que tout ce qu'ils attendent au niveau de la presse sur la RDC, des campagnes de diffamation et autres, n'a rien à voir avec la réalité sur le pays qui est le mien, la République démocratique du Congo. Nous nous préparons pour les élections et les élections vont avoir lieu le 23. On parle tellement de la machine à voter, c'était l'occasion de leur présenter d'abord ce que c'est, et ils ont été émerveillés de voir combien la République démocratique du Congo est encore dans une sorte de leadership sur cette question. Sur le volet sécuritaire, avec la présence du ministre de la Défense nationale, Crispin Tamatabe, aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chimukitundu revient sur la protection des populations civiles. Nous sommes revenus sur la question de la résolution du Conseil de sécurité. La MONUSCO s'est toujours réfugiée derrière la protection des personnes civiles pour ne pas jouer un rôle actif contre les groupes armés. Mais nous avons acté la reconduction de la brigade internationale d'intervention et l'engagement pris par le Conseil de sécurité d'améliorer la performance de cette brigade pour lutter efficacement contre le groupe armé. Les hauts fonctionnaires de la double troïka et les experts, dont une importante délégation congolaise composée notamment des experts de la présidence de la République, Barnabé Kikaïa, conseiller principal au collège diplomatique, ont préparé le compte-rendu à soumettre au ministre des Affaires étrangères pour adoption, qui à leur tour vont le présenter au chef d'État, dont Joseph Kabila Kabange, ce mardi 24 avril. Le président de la République démocratique du Congo participe au sommet en qualité d'invité. Autre chose à présent, la date du 24 avril 1990 a donné naissance au multipartisme et à un début difficile de la démocratie dans notre pays. 28 ans après, peut-on réellement parler des avancées en matière de démocratie? Dossier de la rédaction commenté ici par Cédric Kenina. Comprenez mon émotion. Le 24 avril 1990 reste dans la mémoire collective congolaise la date qui marque le premier balbutiement de la démocratie dans notre pays. L'opinion se souvient en effet que c'est à cette date que le maréchal Mobutu a annoncé la libéralisation de l'espace politique et la mise sur pied d'institutions démocratiques. Depuis lors, les Congolais sont devenus coutumiers des débats passionnés et parfois passionnels autour des préceptes de ces systèmes politiques, notamment le plus visible, le pluralisme politique, la liberté des presses et d'opinion et l'organisation des élections, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, 28 ans après, le bilan est à géométrie variable, selon que l'on est analyste, objectif ou prisonnier d'une certaine mauvaise foi. Lorsqu'on observe la manière dont la démocratie se décline, ses vies et ses pratiques en République démocratique du Congo, on a parfois le sentiment que les principes de ces régimes politiques sont paradoxalement en train d'avaler leur propre bébé. Car en plus d'être encore approximatifs dans certains esprits, ces processus restent laborieux pour diverses raisons, dont les principales tiennent aux fragilités structurelles, à des pesanteurs culturelles et mimétiques, ainsi qu'aux alluvions des divisions identitaires et de tares du système politique monolithique qui a prévalu pendant plusieurs décennies auparavant. Mais de là à affirmer comme l'a fait un tabloïd de Kinshasa que la démocratie est en recul et que de Mobutu à Kabila père et fils, ce serait blanc bonnet, bonnet blanc, et cela au motif qu'un violeur récidiviste et quelques 3 délinquants aux prises avec la justice pour des faits relevant du droit commun sont des acteurs politiques, se mettre sous les boisseaux l'efficacité de la démocratie et de l'état de droit qui conditionne la conservation du pouvoir à la seule volonté du peuple et édicte la soumission égale de toutes les catégories des citoyens aux prescrits de la loi. Par ailleurs,
Si tous les États revendiquent les mêmes critères de définition de la démocratie, il n'en demeure pas moins que toutes les démocraties ne fonctionnent ni suivant les mêmes canons, encore moins selon la même efficacité ou les mêmes tempos. Enfin, c'est une naïveté de croire que l'affaiblissement de la justice rendrait service à la démocratie. Malgré tout, et au milieu d'une géopolitique internationale difficile, il faut objectivement reconnaître que des avancées plus que significatives ont été engrangées en la matière en République démocratique du Congo ces 28 dernières années. L'état des droits consacré par la séparation de pouvoir existe, la liberté de presse et d'opinion est garantie, une société civile à voix au chapitre. Certes, le foisonnement des partis politiques pose encore problème car il ne contribue pas toujours à l'indispensable sérénité des débats, de l'espace et des interactions politiques. Mais ces inquiétudes et ces interrogations trouveront forcément leur solution car on ne dira jamais assez, la démocratie est un processus, une quête permanente et non une fin en soi. Le renforcement de la diplomatie parlementaire au centre des entretiens ce matin entre le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, et l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Yousri Khalil. Bertin Koufo, John Kayuma, reportage. Le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, et l'ambassadeur égyptien Yousri Khalil ont évoqué des questions relatives au renforcement des relations de coopération dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Le diplomate égyptien était porteur de messages écrits du président de la Chambre haute du Parlement égyptien à son homologue congolais. Le contenu de ce message n'a pas été révélé, mais à en croire Yousri Khalil, il est question justement du renforcement des relations entre les deux chambres parlementaires. Pour discuter comment on va renforcer les relations entre les deux parlements, le Parlement égyptien et le Parlement de RDC, avec les chambres du Sénat. Non, ça a été mon première fois d'aujourd'hui, quand on peut souhaiter bonne santé, bonne chance et voir comment on va renforcer les relations entre les deux parlements. Et puis les deux peuples, parce que le Parlement est représentant du peuple. Les deux pays ont déjà renforcé leur coopération dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, des investissements et infrastructures. C'est le résultat de la visite l'an dernier du chef de l'État congolais Joseph Kabila en Égypte à l'initiative de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les enjeux des ONG des droits humains et le rôle des médias africains, c'est le thème d'une réunion tenue au centre des Sipopo. Nous sommes là à Malabo, en Guinée équatoriale, comme nous le dit si bien Érudit Sekitutu. Suivez. Accusée par une ONG internationale pour manquement en matière de droits humains, la Guinée équatoriale s'inscrit en faux et a organisé ce colloque de 2 jours à l'initiative du département des droits humains de la présidence de la République pour apporter son droit de rectificatif à travers ce colloque. Une rencontre organisée pour dissiper le malentendu sur les informations diffusées contre la Guinée équatoriale. Teodoro Biangema, président de la Guinée équatoriale, a saisi cette opportunité pour proposer à la communauté africaine la création d'une institution de droits de l'homme dans chaque pays africain. Celle-ci aura pour tâche de relayer les informations sur une situation irrégulière des droits de l'homme dans un État. Pendant 2 jours de travaux, les délégués du gouvernement, les défenseurs des droits de l'homme, la société civile et des médias panafricains ont examiné la situation des droits humains en Afrique en général et en Guinée équatoriale en particulier. Il est de même de la situation de la presse en Afrique. Pour contourner la dérive médiatique faussement construite sur la situation des droits humains et de la liberté d'expression, les autorités équato-guinéennes ont accordé l'accès aux médias dans les centres d'incarcération et de rééducation sociale des jeunes. Une visite s'est soldée par un constat de l'absence des prisonniers politiques, des journalistes accusés d'un délit quelconque dans ce pays où la peine de mort n'est même pas reprise sur la liste des peines.
Parmi les recommandations formulées à la clôture de ces travaux figure le travail en synergie des médias, la société civile, le gouvernement africain sur le plan national et international, la création d'un observatoire chargé de défendre les attaques sans cause contre l'image de l'Afrique et l'élargissement du colloque de Malabo, premier du genre, à d'autres rencontres avec la société civile, les médias et le gouvernement africain pour répondre aux préoccupations du continent africain. Le président équato-guinéen a aussi émis le vœu de matérialiser la création des institutions nationales de défense des droits de l'homme. C'était au cours d'un point de presse. Un communiqué officiel du Conseil supérieur de la magistrature avant de poursuivre ce journal. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature invite les premiers présidents de cours d'appel et cours militaires, les procureurs généraux et auditeurs militaires supérieurs, presse et cours, ainsi que tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature élus et désignés à prendre part à la session ordinaire de l'Assemblée générale du dit Conseil qui se tiendra à Kinshasa du 30 avril au 9 mai 2018. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature affectés à l'intérieur du pays doivent arriver à Kinshasa au plus tard le 29 avril 2018. La présence de chacun est obligatoire. Ce communiqué est signé le secrétaire général, le secrétaire permanent Jean Ogoulou Pungu. Le schéma directeur sur l'aménagement de la plaine de la Ruzizi que partagent la RDC, le Burundi et le Rwanda est sous examen au cours d'un atelier de validation organisé par la CPGL en collaboration avec le ministère de la Justice. Bobete Yanga Nisama. Experts et acteurs politiques des trois pays de la CPGL ayant en partage la plaine de la Ruzizi sont en concertation à Kinshasa depuis ce mardi 24 avril 2018. Cette concertation a pour objet de procéder à la validation du schéma directeur d'aménagement de cette plaine. À l'ouverture exécutif permanent de la CPGL, les contours de ce projet appelé à mettre en valeur cet espace commun, les opportunités et les défis à relever sur le plan sécuritaire et environnemental. Herman Touyaga a en outre rassuré l'assistance que la plaine sera dotée des infrastructures routières pour faciliter le transport des personnes et l'évacuation des produits des centres de production vers les milieux de stockage et de consommation. La RDC, pays hôte de ces assises, a remercié les chefs d'État de trois pays membres pour leur détermination à promouvoir la solidarité sous-régionale et le développement intégral de la plaine de la Ruzizi. Outre ces remerciements, le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, qui a ouvert les travaux, a félicité le cabinet Studi International pour le travail réalisé. Rappelons que Prédir bénéficie du financement de la Banque africaine de développement BAD à travers la facilitation africaine de l'eau. En marge de ces travaux de Kinshasa, le ministre a échangé avec la délégation de la CPGL dans son cabinet de travail dans la commune de la Bombe. Cap en province, nous sommes là dans le Maniema où la campagne médicale chirurgicale initiée par la première dame Marie-Olive Lembe Kabila poursuit son bonhomme de chemin à Kindu. Le premier résultat rassure. Reportage. La campagne humanitaire initiée et financée par la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, au bénéfice de patients souffrant de malformations congénitales, tend lentement mais sûrement vers sa fin. La première tendance inspire déjà confiance et succès à écouter les témoignages. La mission est vraiment positive par rapport au bilan. On avait enregistré 50 malades à opérer, mais aujourd'hui nous sommes déjà aux 40e malades. Les médecins sont déterminés à relever le défi, à pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir prendre en charge les enfants sans qu'il y ait des failles. À travers cette campagne, l'épouse du chef de l'État veut valoriser les compétences congolaises en matière de la technicité dans chaque spécialité et expertise en rapport avec les infrastructures médicales renouvelées. Il n'y aura pas de difficultés pendant l'intervention. Et ensuite, il doit pouvoir assurer la sécurité du patient pendant toute l'intervention, pendant que le chirurgien pose l'acte chirurgical. Comment ils appliquent tout ce qu'ils ont appris pour permettre une meilleure prise en charge de ces enfants qui ont eu cette opportunité inouïe
machine, entre guillemets, de pouvoir porter des chaussures, qui est un phénomène social. L'objectif est donc de faire aboutir ce projet humanitaire dans l'intérêt de tous. Après cette expérience bien réussie, le médecin de Kivu va prendre la relève. Je suis là dans mon élément naturel. On s'occupe réellement des enfants qui, depuis leur naissance, ont des pieds déformés, rejetés par la population, pas aimés par les voisins, calculés par les autres enfants. Et finalement, beaucoup de ces opérations utilisaient une technique développée dans les grandes universités du monde, mais adaptée à nos conditions locales. Cette technique nous permet donc de redresser le pied et de permettre enfin aux enfants, à plus ou moins long terme, de se chausser. Un service qui est bien équipé, puisse bien fonctionner et que les matériels puissent être bien conservés. Il faut que la personne soit formée. La formation est sur le plan médical et aussi sur le plan de l'entretien des matériels. C'est avec raison donc qu'on peut lire sur le visage des uns et des autres la tristesse qui cède la place à la joie. La situation de la grève à l'université de Kinshasa, les professeurs se disent déterminés à radicaliser cette grève si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Eric Kabomba et Hossein Dala sont descendus sur le site de cette alma mater. Reportage. Il était pratiquement 12 heures quand nos caméras sont descendues ici sur l'université de Kinshasa. Objectif, constater la levée ou non de la grève des professeurs. 12 heures, heure de pause pour ces étudiants. Les auditoires sont presque vides. Pendant ces temps, les étudiants étaient retranchés dans de petits groupes, certains en train de faire les travaux pratiques, d'autres en discussion sur certaines matières. À la faculté de médecine, sciences sociales, économie, des étudiants trouvés sur place ont avoué tourner les pouces. Les professeurs sont en grève. Non, aujourd'hui, il n'y a pas cours. Nous sommes juste venus constater la grève qui a été décrétée par le professeur depuis la semaine passée. Ils avaient annoncé cela, on pensait que c'était de l'aventure. C'est aujourd'hui matin que nous avons constaté qu'il y avait grève. Donc, aucun professeur n'était dans l'auditoire, ni même les pauvres chefs des départements d'ailleurs, du département de l'environnement qui devait avoir cours avec nous, qui devait nous occuper le matin, mais il n'est pas là. Par contre, à la faculté des droits, communication polytechnique, tout tourne normalement, sauf que les enseignements sont dispensés par les assistants et chefs des travaux. Bon, normalement, on n'a pas étudié, le prof n'est pas venu parce qu'ils sont en grève. Il nous a délégué son chef des travaux qui nous a dispensé cours. Certains membres du corps académique trouvés sur les lieux qui ont vécu l'anonymat ont affirmé que les professeurs sont déterminés à radicaliser la grève si et seulement si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Parlons de la situation minière au pays avec ses plaidoyers sur l'adaptation du nouveau code minier à la réalité sociale congolaise. Pour rappel, le code minier a été promulgué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Reportage. Adopté par les deux chambres du Parlement, promulgué par le président de la République, le nouveau code minier congolais régit depuis les activités extractives de notre pays, le processus de l'appropriation du code par les forces vives et surtout les adaptés aux réalités sociales des personnels concernés. L'articulation de la 32e conférence de presse trimestrielle de la firme Orifia Kibal Gormaini, d'où s'est dégagé un plaidoyer des experts nationaux de ces secteurs cantassés. Nous sommes en train de travailler, nous avons des experts de l'industrie minière ici dans la salle qui travaillent avec le gouvernement, la société civile et tous ensemble nous travaillons sur deux axes. L'axe du développement minier où nous essayons au mieux que possible de fournir nos préoccupations. Nous les versons en tout cas. Et nous avons en face de nous la société civile, nous avons aussi le gouvernement. Et de l'autre côté, nous répertorions toutes nos préoccupations. Et notre effort, c'est à l'issue de ce processus que nous ayons des réponses par rapport à ce que nous avons comme préoccupation. Et notre préoccupation majeure, elle est résumée dans l'article 276 du Code minier. On a une émulation scientifique digne de ce nom auprès des forces vives estudiantines congolaises. Deux lauréats de la faculté de géologie de l'université de Kinshasa ont été récompensés avec 2 bourses d'études par Kibali et c'est avant un débat houlé avec les chevaliers de la plume. Les pays riverains du lac Tanganyika vont bénéficier dans les tout prochains jours de réhabilitation des infrastructures des villes logeant les 10 lacs. C'est ce qu'on peut retenir. Ce qui est du corridor central et le vice-premier ministre et le ministre des Transports
José Makila. Pierre Moussaïdi nous en parle. Les multiples questions liées au processus d'intégration, la facilitation du transport, des transits de biens et services du corridor central africain intéressent à un plus haut point le gouvernement de la République. Les divers aspects à même de concrétiser, cette problématique transversale était au cœur d'une future séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, et le secrétaire exécutif de l'agence de facilitation, Didi Corridor, Dieudonné Boukoudani. Or, nous avons eu à échanger avec lui les activités pertinentes que nous sommes en train de mener pour aider à ce que le flux commercial qui passe par le corridor central à destination de la RDC puisse être facilité. Et ici, nous avons mentionné quelques projets dont le secrétaire du corridor central est en train de faciliter, notamment la réhabilitation du port de Kalou. Le port de Kalou, c'est un port qui se trouve au nord du lac Tanganyika, dans la ville d'Uvira. Et c'est un port qui connecte Dar es Salaam, Kigoma, Bukavu, et tout le sud Kivu et le Kivu via le lac Tanganyika. L'autre volet de cette réunion était axé sur les modalités d'exploitation des atouts naturels dont bénéficie le lac Tanganyika par tous les pays riverains, membres du corridor central africain. Nous avons aussi évoqué le programme de développement intégré du lac Tanganyika, un programme pour lequel la Banque mondiale a mis à disposition des pays riverains du lac Tanganyika un financement de 600 millions de dollars américains. Et nous avons discuté ensemble pour voir les voies et moyens pour accélérer la composante RDC par rapport à ce programme. Signature ce lundi 23 avril du contrat de performance et quelques principes d'éthique entre le président des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et la ministre du portefeuille, Patrick Michel Moukoui, pour les détails. Paraphe et signature au bas du document, les mandataires recevaient ainsi le pouvoir de l'État congolais à agir normalement, garantir l'exercice 2018 de performance qui intègre les principaux axes de la nouvelle approche de gestion, notamment la gestion axée sur les résultats, impact visible, la bonne gouvernance et les exigences de la clientèle ou des usagers. Le contrat de mandat, le deuxième signé ce jour, fait jurer aux mandataires de rester vigilants à la protection et à la sauvegarde de tous les biens sociaux de l'entreprise. De ce fait, de ne prendre aucune décision conduisant à une diminution de la valeur du patrimoine ou rendant un bien de la société indisponible pour une longue durée. Ce contrat interdit aussi aux mandataires publics de divulguer toute information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance pendant son mandat. Ces mandataires ont signé conjointement aussi quelques principes de bonne gouvernance et d'éthique avec le ministre du portefeuille. Les prescrits de ce document stipulent que si l'État, en tant qu'actionnaire, ne doit pas empiéter sur la gestion quotidienne des entreprises publiques, ces dernières sont seules responsables de leur gestion et des résultats générés ainsi que des pertes éventuelles et dettes. Madame le ministre a aussi énuméré à l'attention de l'assistance quelques problèmes d'ordre général, sectoriel et spécifique, comme les outils de production actuellement vétustes et qui continuent à se détériorer davantage, ou encore les effectifs pléthoriques qui demeurent incompatibles avec le niveau d'activité réel de société, doublé de cadres organiques non adaptés à l'état de leur trésorerie. Pour y remédier, Wivi Mumba Matipa propose quelques pistes, entre autres la révisitation urgente de conventions collectives, l'élaboration et l'éducation scrupuleuse de plans de stabilisation et de relance. La signature de ce contrat responsabilise davantage les mandataires publics dans l'exercice de leurs fonctions. En politique, la Ligue des jeunes du PPRD a un nouveau président. Il s'agit de Papi Pungu. L'homme a pris possession de son bureau de travail au quartier général. C'était juste après la remise et reprise avec le président sortant Patrick Kanga. Reportage Odilon Kaïma. Plein de vigueur, militant avéré et surtout loyal à l'initiateur du parti, désormais c'est lui, Papi Pungu, le président national de la Ligue des jeunes du PPRD. La passation de pouvoir avec le président sortant Patrick Kanga s'est déroulée dans un climat de fraternité. Conscient de la tâche immense qui l'attend, Papi Pungu a besoin de tous les bras de ses semblables. Nous allons mobiliser le plus d'énergie possible de toutes les forces des jeunes qui vont, n'est-ce pas, aller à l'Assemblée nationale demain.
afin que nous puissions apporter des réformes dans l'intérêt du bien-être de la population, essentiellement de la jeunesse. Un autre défi que doit relever l'actuel président national de la jeunesse du PPRD est celui de soutenir les candidats jeunes pour gagner les élections prochaines à tous les niveaux. Nous disons à tous les jeunes, éparpillés dans toute la République démocratique du Congo, de se mobiliser comme un seul homme derrière le président Joseph Kabila Kabange, derrière le secrétaire permanent Chadal, pour que nous puissions gagner les élections à tous les niveaux. Et le message est celui-là. À tous les jeunes, nous allons gagner les élections présidentielles, les élections législatives, nationales et provinciales. Et bénéficiaire de la bénédiction de l'initiateur du PPRD est celle du secrétaire permanent Emmanuel Chadari. L'équipe dirigeante de Papi Pungu a du pain sur la planche pour réussir sa mission. Il s'est tenu dernièrement à Genève la conférence pour le financement de l'action humanitaire en RDC. Maître Nekilolo, avocat international, observateur et praticien des droits internationaux humanitaires qui a participé à ces assises, est l'invité du journal. Il répond aux questions de Guillaume Koukou, Mamedi Bonji. Suivez. La conférence de Genève a été, dans ses intentions, exprimer une bonne chose, parce que ça exprimait une certaine solidarité. Mais la difficulté qui a pu faire que finalement on n'a pas vu un très grand engouement au niveau international, parce que j'étais dans la salle sur 350 participants, déjà il y avait à peine 3 ou 4 Congolais alors qu'on est en train de parler du Congo. J'ai constaté par exemple que l'Union africaine n'était pas suffisamment représentée à un niveau de représentation diplomatique qui puisse répondre à une rencontre de niveau international. J'ai vu par exemple qu'au niveau de la représentation des différents États, eh bien, il y avait un certain désintérêt parce qu'on n'avait à peine que 4 ministres européens. Tous les autres États étaient représentés, même pas par des ambassadeurs, mais uniquement par des chargés d'affaires. Donc ça montre bien qu'il y a eu une certaine démotivation autour de cela. Il fallait réunir. On a annoncé 1,7 milliard de dollars. Finalement, c'est à peine des promesses non confirmées à hauteur de 500 millions de dollars. Il faut se demander pourquoi. Eh bien, la réponse se trouve déjà dans ce que plusieurs observateurs ont pu noter sur place. C'est que les organisateurs, que ce soit au chapeau, le Compte des Nations Unies, l'Union européenne et même les Pays-Bas, n'ont pas présenté un plan précis d'aide humanitaire circonscrit dans le temps. Mais il a quand même été dit sur place qu'un montant à hauteur de 100 millions de dollars a déjà été engagé par le gouvernement congolais en vue de venir en aide aux Congolais affligés par la crise humanitaire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, notamment lorsque je me suis rendu en Ituri. Les différents chefs coutumiers sur place m'ont confirmé que des dispositifs étaient mis en place pour assurer l'accueil en termes de logement et d'accès aux soins de santé, notamment pour tous ces réfugiés qui viennent de l'extérieur du pays. Et moi, si vous me permettez, en conclusion, je voudrais simplement, en tant qu'observateur et praticien du droit international humanitaire, encourager les autorités du pays de penser à la mise en place d'une autorité de liaison et de coordination avec les ONG pour permettre un double objectif. S'assurer, bien entendu, de ce que l'aide, les activités des ONG de droit humanitaire sont effectivement canalisées pour les bien-être de la population et qu'il n'y a pas de détournement ni de dilapidation des fonds qui sont annoncés pour venir en aide aux populations. Bonjour, depuis la disparition de l'artiste musicien Chungu Wemba Dio alias Papa Wemba, décédé le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire lors du festival de musique urbaine. Notre confrère Bolema nous propose cette chronique. Suivez. Peu importe où on voit le jour, la naissance
consacre le début de la vie de tout être humain, le début d'un parcours dont seul Dieu, créateur de ce monde, connaît la durée. Et c'est de la naissance que tout homme tire ses origines. Papa Wemba signifie tout simplement fils aîné de sa mère. Beaucoup Papa Wemba semble avoir déjà été à sa naissance en tant que fils aîné, le premier à avoir vu le soleil. Dieu semble l'avoir voulu ainsi. De son identité, Papa Wemba s'appelle Jules Chungu Wemba de Pene Kikumba. Chungu signifie ton père. Wemba du porteur d'air, Pene, héritier de Kikumba, nom patronymique de son père. Il est né le 14 juin 1949 à Lubefu, dans la province du Kasaï oriental. Ses parents sont tous originaires de cette province. Son père, Kikumba, fut un soldat de l'armée coloniale. Sa mère, Yundu Tanaku Mado, était une femme de foyer. Elle vendait des cacahuètes au quartier Jakarta de la commune de Kinshasa. De l'union de son père et de sa mère sont nés 5 enfants. Polygame de son état, le père de Papa Wemba a eu 10 enfants avec d'autres femmes. Il est mort en 1963. Papa Wemba n'avait alors que 14 ans. Sa mère rejoint le village en 1973. À sa venue au monde, Jules Chungu Wemba Dio, c'est le cas de le dire, a de la musique dans le sang. À bas âge, donc mineur, il chantait bien, selon les habitants de son quartier. Il est appelé Petit Roussi. Il grandit à la fois sous fond de spirituel de la chorale de l'église catholique Saint-Joseph et les chants mélancoliques et des veillées mortuaires auxquels participait sa mère. Celle-ci l'a mené partout où elle évolue. Des enfants de son père polygame avec 4 femmes, Chungu et l'aîné des garçons. Il est aussi, bien entendu, l'aîné de sa mère, dont l'appellation papa. De la famille qui remonte les prémices de sa vie musicale. Il a ainsi tiré profit des facultés lui dotées par l'éternel Dieu. En bon chanteur, il est sollicité et intègre en 1969 l'orchestre Zaiko Langa. De sa carrière d'artiste et musicien, Papa Wemba dans son parcours de 1969-2016 prestait successivement dans les groupes musicaux Zaiko Langa, Isifi Lokole, Yoka Lokole et Vivala Musica, son propre groupe qu'il crée en 1977 et qui l'accompagne jusqu'à son dernier jour sur cette terre. Le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, 46 ans et 4 mois de carrière, donc 40 ans dans Viva la musique. Figure emblématique de la musique africaine, Papa Wemba en est une. Il a su traverser les époques et inspirer d'autres artistes qui ont pris son chemin. On parle de lui comme une référence de taille. Le corps rendu à la terre d'où il est tiré, disait Benjamin Franklin, est comme un vieux livre avec des pages arrachées et son titre et sa dorure effacée. L'œuvre, elle, ne se perd pas. Papa Wemba, à l'instar d'autres musiciens congolais, est immortalisé à jamais par ses œuvres. Un communiqué avant d'éclore ce journal. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste de directeur de la francophonie économique et numérique. Les personnes intéressées sont priées de consulter pour de plus amples informations les sites internet de la francophonie en cliquant sur la rubrique Actualité. La date limite d'envoi du dossier de candidature en ligne est fixée au 6 mai 2018. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information, c'est tout à l'heure à 22h avec Lucie Lavie Kisenda. L'information reste en continu sur la RTC. Nous disons aussi merci à tous nos téléspectateurs qui venaient de nous suivre depuis la commune de la Goumbé. Au revoir.